Bonsoir à tous, nous nous réunissons ce soir pour l'économie en eau trouble, l'émission qui donne la parole à des acteurs du monde économique de tous les bords. Dans ces temps où l'économie prend toute la place, le Cercle Aristote a choisi d'inviter des spécialistes. Nous recevons ce soir monsieur Philippe Béchade et Alexandre Lohmann. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Est-ce qu'on commencerait peut-être par une petite présentation de tout un chacun et puis je vous laisse la parole messieurs? Pas de problème, allez-y, Philippe, présentez-vous, Bien. à vous l'honneur. Je m'appelle Philippe Béchade, je suis sur les marchés depuis 1985, voilà, donc 37 ans de carrière avec différentes casquettes, à une table de trading pour commencer, aux manettes de la gestion d'un fonds commun de placement au milieu des années 90. Et à partir de 94, j'ai fondé Cercle Finance. Alors, on vous retrouve. C'est un fil d'actu un peu pointu, euh, spécialisé donc bourse finance et qui traite tous les marchés régulés en fait. Donc, actions, obligations, forex et donc pas trop les cryptos. Mais je pense qu'on en dira quand même deux mots de ces fameux cryptos. Sinon, je suis aussi le cofondateur du think tank Les Éconoclastes, donc depuis 2014, avec une bande de copains que certains doivent connaître, Pierre Sabatier, Olivier Delamarche, Jacques Sapir, Olivier Berruquier, Nicolas Meillan, Nicolas Chéron, voilà. Tout ça parlera des gens qui s'intéressent à l'économie ou à la bourse. Et je collabore également depuis 2002 avec les publications Agora. Et c'est dans ce cadre que j'ai été pendant un temps rédacteur en chef adjoint de la vie financière. Et puis depuis 2011-2012, je, je supervise des lettres d'investissement, plus ou moins offensives dans leur style de gestion. Voilà, donc je suis rédacteur en chef de deux lettres qui ont pour nom les lettres des affranchis. Et Trading Lab, voilà, je pense que j'en ai assez dit. Bon, moi, ça va être plus court que Philippe, hein, mon expérience est un peu plus réduite. Très simplement, je suis chef de la stratégie dans un fonds d'investissement à Sao Paulo. Donc concrètement, j'analyse le scénario macroéconomique pour le compte, hein, de nos équipes de gérants. Donc forcément, ces derniers temps, je suis pas mal intervenu parce qu'au Brésil, il y a une petite particularité. Quand vous faites de l'analyse macro, 90% de ce que vous faites, c'est des prévisions d'inflation. Comme le Brésil a eu un fort historique d'inflation, de hausse des prix, d'hyperinflation, c'est quelque chose auquel les marchés financiers sont très sensibles. Et donc, il y a beaucoup d'argent à se faire sur les taux d'intérêt, sur des prévisions correctes d'inflation. Donc forcément, on est à fond là-dedans. Et donc j'ai commencé un petit peu à apparaître sur le cercle Aristote à partir de 2020, où je commençais à, à sonner un petit peu l'alarme sur les politiques monétaires expansionnistes et sur divers facteurs qui allaient gérer une hausse significative de l'inflation. Et du coup, comme là on y est, du coup je continue d'intervenir régulièrement et c'est toujours un plaisir. Euh, voilà. Eh bien, c'est un plaisir de vous recevoir, messieurs. Nous avons deux économistes brillants. Nous commençons donc par des questions d'actualité. C'est le rituel de l'émission. On commence par l'actualité brûlante avant de passer sur des considérations plus générales. Donc, le mot qui est sur toutes les lèvres maintenant, c'est FTX. Est-ce que, messieurs, vous voulez en parler un petit peu? Il semble que c'est l'un des plus grands scandales en économie. On parle du scandale du siècle, mais le siècle est encore court. Monsieur Béchat, d'abord, peut-être? Bon, si vous voulez, j'en dis deux mots. Le plus grand scandale, on ne le sait pas encore. Il y a eu quand même Madoff avant, il y a eu Enron. Donc, mais au fur et à mesure qu'on déroule la pelote de l'affaire FTX, on ouvre des yeux grands comme des soucoupes. Alors déjà, on découvre que le créateur du site, Sam Bankman-Fried, a utilisé l'argent des souscripteurs, gens qui ont aidé, hein,
c'est à se monter. On parle de 1 million de personnes qui ont donné quelques dollars, quelques dizaines de dollars, quelques centaines de milliers de dollars. C'est le cas de quelques gros investisseurs particuliers. Puis après ça, on arrive dans des proportions de centaines de millions de dollars quand on parle par exemple de Binance. Voilà, donc beaucoup de gens se sont penchés sur le berceau de FTX. Il y avait du beau linge, il y avait beaucoup de monde. Et les projets de développement en trading sur les cryptos, mais ça aurait pu être d'autres supports. Les projets de développement étaient portés par une filiale qui s'appelle Alameda Research. Et on découvre avec éblouissement que c'était une affaire de famille, puisque la directrice d'Alameda Research n'est autre que la petite amie de monsieur Sam Bankman-Fried. Elle a pour nom Caroline Ellison, voilà, mais elle n'appartient pas à la famille de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle. Oracle, c'est une des plus grandes réussites de l'histoire des logiciels, et je pense que FTX sera probablement le pire souvenir des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à des projets de développement sur la crypto. Alors, je vous parle de projets très concrets. Par exemple, le plus célèbre, c'est Solana. Sans argent, ce projet n'existe plus. C'est un jeton numérique qui risque de se désintégrer complètement, de plus valoir que quelques millièmes de dollars après avoir valu, je pense que ça avait dépassé allègrement les 50 milliards. Voilà, on passe de 50 milliards à zéro. Et la fortune de monsieur Bankman-Fried, elle serait passée de 16 milliards de dollars au mois de septembre à zéro également, avec de grands questionnements sur mais où sont passés tous les fonds qui ont été versés à FTX et qui manifestement ont été ensuite absorbés par Alameda Research. Et peut-être que le plus grave de l'histoire, je gardais le meilleur pour la fin, c'est qu'en plus de cette faillite qui paraît de plus en plus frauduleuse, eh bien, vendredi dernier, quelqu'un a réussi à hacker la plateforme FTX et a capturé les coordonnées bancaires, tous les détails des passeports et autres pièces d'identité, des centaines de milliers, je pense même des millions d'utilisateurs de FTX, ce qui signifie que quand on a appris que le protocole et que la plateforme n'était plus sûre, on a dû tout arrêter. Sinon, les gens risquaient de se faire voler, hacker, plus que ce qu'ils avaient déposé sur FTX. Donc, FTX, c'est fini. Et on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui reste véritablement de distribuable aux gens qui se sont fait ruiner, pigeonner dans Alameda Research. Donc, on n'a pas encore tous les éléments, mais par contre, ce qu'on découvre là, c'est quelque chose de plus complexe même que Madoff, parce que au moins avec Madoff, il n'y avait pas eu de hack des comptes des clients, alors que là, les clients risquent en plus de ça de voir leurs coordonnées vendues sur le dark web. Voilà. Alors, moi, c'est assez rigolo parce que quand on a commencé à creuser un peu dans cette histoire FTX avec les gens de mon équipe, je suis allé voir notre trader sur option et on a écouté la vidéo de la PDG de Alameda Research qui disait un petit peu en rigolant dans une interview un peu informelle que non, elle ne faisait pas de stop loss, que non, elle utilisait juste des mathématiques très très élémentaires, qui n'avaient pas spécialement de contrôle du risque. Et lui, il hallucinait, il disait non mais c'est incroyable, quoi. Quand on fait du trading, surtout sur des produits dérivés, alors là on a énormément de mesures pour mitiger son risque et pour éviter de se prendre des gros gadins. Maintenant, c'est vrai qu'à posteriori, en voyant ces vidéos, quand on sait qu'ils ont complètement planté l'entreprise, c'est assez consternant. Et en fait, ce qui est assez rigolo dans ce scandale FTX, c'est que j'ai jamais vu un scandale qui rassemblait tous les composants possibles. Alors, à la fois, il y aurait une histoire de détournement de fonds destinés à l'Ukraine, de financement du Parti démocrate,
une sorte de système un peu en pyramide de Ponzi. On a ce truc d'un peu de probablement, alors ça c'est pas du tout prouvé, mais ce serait pas étonnant, comme le principal market maker sur la plateforme FTX, c'est une filiale de FTX. Donc ce serait pas étonnant que ils aient un peu il y a un peu de gruge au niveau des carnets d'offres, que Alameda Research soit passé devant d'autres investisseurs. Mais d'une manière un petit peu plus macro, ce qui est intéressant, c'est que en réalité, quand il y a eu l'espèce de déversement de liquidités dans la période Covid et post-Covid, il y a énormément de projets crypto euh, qui ont attiré énormément d'argent et qui ont eu des valorisations absolument démentielles, et des projets qui n'étaient pas forcément rentables en temps normal ou qui étaient vraiment bancaux. Notamment le FTX, concrètement, Alameda Research avait une bonne partie de son patrimoine en jetons de FTX. Et en gros, ce genre de situation, c'est très compliqué. Si jamais vous faites face à une baisse du prix du token alors que les utilisateurs veulent retirer leur argent, vous pouvez très facilement arriver dans cette situation où vous êtes en bankruptcy, en faillite. Et le système le système un peu consanguin FTX, Alameda Research, ça pouvait fonctionner dans un système où il y a énormément d'injections monétaires, où ça permet aux jetons de monter en permanence. Si vous voulez, toutes les erreurs sont rattrapées par le fait que le jeton FTT était toujours sur un trend descendant. Et quand la mer se retire, finalement, on voit qui est tout nu et qui a un maillot de bain. Au fur et à mesure que les banques centrales resserrent leur politique monétaire, on voit beaucoup de projets crypto qui se cassent la figure et qui étaient en fait ceux qui ne méritaient pas d'exister, ceux qui n'étaient pas très solides, voire frauduleux. Et là, ça va faire la connexion entre notre sujet sur FTX et le sujet plus global qu'on a traité pas mal de fois sur le cercle Aristote, et où il y a probablement beaucoup de choses à dire à ce sujet-là avec Philippe Béchat, c'est la question de l'inflation et notamment l'origine monétaire de l'inflation. Est-ce que Philippe, est-ce que vous voulez toucher un mot là-dessus? Est-ce que vous voulez que je commence Peut-être d'abord laisser réagir sur les FTX. Et j'aurais une petite question aussi sur les cryptos, avant de passer sur la question de l'inflation, si vous permettez, Monsieur Béchade. Oui. Et vous voulez réagir aux propos d'Alexandre sur les cryptos et le scandale FTX? Oui, enfin, pour l'instant, ça semble anecdotique, hein, les donations de Sam Bankman-Fried au Parti démocrate. Ça a été un des plus gros financiers de la campagne de Biden. Ça a été le deuxième plus gros donateur de la campagne des midterms. On parle de 40 millions de dollars. Et on apprend incidemment que Zelensky serait peut-être également un des investisseurs dans l'écosystème FTX Alameda. Certains pourraient y voir un tour de passe-passe qui permet de blanchir de l'argent, faire du financement de campagnes politiques. Voilà, on va laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout, mais je pense que les dimensions politiques du dossier sont certainement pas à écarter, comme dans le cadre de Celsius, la faillite de Celsius récemment, cet été, un autre projet crypto, ou Terra, qui était un stablecoin qui s'est effondré par manque de collatéral. Et là, on a effectivement évoqué avec FTX ce manque de collatéral, c'est-à-dire que si des gens commencent à vouloir retirer leurs fonds, là on s'aperçoit que il n'y a plus la liquidité en face, et probablement parce qu'il y a une bonne partie des fonds qui ont été absorbés par le financement de projets, et deuxièmement peut-être par des activités de market making qui sont très gourmandes en capitaux. Et effectivement, quand tout monte, c'est parfait, c'est la spirale vertueuse. Et quand les prix se mettent à baisser, c'est la spirale infernale. On doit vendre pour combler les pertes. Et puis, de proche en proche, on est obligé de
de finir par tout vendre. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la montée des taux. À un moment, l'argent devient tellement cher et se raréfie parce que les banques centrales veulent qu'il en soit ainsi. Quand l'argent devient rare et cher, eh bien, on cesse de financer tout et n'importe quoi. Donc, l'été dernier, Sam Bankman-Fried, il avait une bonne bouille. Sa copine, elle avait l'air, bon, un peu lunaire, mais c'est pas grave. Elle avait l'air d'avoir plein de projets, etc. Donc, on se disait, c'est génial. J'ai plein de cash. En plus de ça, je crois qu'il y avait une promesse de rentabilité sur les 5000 premiers dollars investis dans FTX, rémunération de 8%, 5% sur les 5000 dollars suivants. Bref, on avait là tous les ingrédients de quelque chose de très attirant, plus sympa en tout cas qu'un livret A ou un contrat d'assurance vie. Voilà. Donc je pense que c'est les banques centrales qui ont fini par avoir la peau de tous ces projets qui n'existaient que parce que les gens mettaient de l'argent sans vérifier. Quand l'argent est rare, vous faites drôlement gaffe là où vous le placez. Et bien là, les gens mettaient des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars dans un truc immatriculé aux Bahamas, avec zéro accès au compte. Voilà. Voilà. Il y avait de l'argent facile. Donc, quand les banques centrales rendent cet argent d'un seul coup moins facile, ben, on va dire que d'un seul coup, la vérité des projets et les dessous des cartes commencent à apparaître. Mais Alexandre va pouvoir répondre. C'est intéressant. Vous soulignez tous les deux l'importance des injections monétaires. Mais Christine Lagarde nous l'a bien dit, elle est même très étonnée de l'inflation. Que s'est-il passé là, Alexandre? Bah alors, en fait, il faut vraiment comprendre les banques centrales, elles ne sont pas là pour dire la vérité. Par exemple, la Banque centrale américaine, elle a longtemps adhéré à une sorte de narratif sur le fait que l'inflation était temporaire. Et on savait pertinemment que, en fait, ils y croyaient qu'à moitié. Mais s'ils commencent à dire, ah ben non, l'inflation, elle va être très durable, ça va être catastrophique. Là, on va avoir une explosion des taux à long terme et ça va être vraiment dommageable. Et donc, à ce moment-là, en 2021, la Banque centrale américaine, elle continuait d'avoir un discours un peu mi-figue, mi-raisin. Et de plus en plus, ils disaient que l'inflation n'était pas uniquement temporaire, jusqu'à admettre qu'ils s'étaient trompés. Voilà. Il y avait une sorte de langue de bois volontaire. Le problème de Christine Lagarde, c'est qu'on a l'impression en fait que c'est pas une langue de bois volontaire, mais qu'elle croit vraiment à ce qu'elle dit. Parce que maintenant, la question de l'inflation qui est venue de nulle part ou qui devait être que temporaire, on sait que les banques centrales se sont trompées. En fait, Christine Lagarde, elle entretient cette espèce de naïveté et d'incompétence du leadership de la Banque centrale européenne. Et c'est pas forcément bon pour la crédibilité. Et même, au-delà de ça, moi, je fais beaucoup de suivi des déclarations des banques centraux, soit au Brésil, soit aux États-Unis. C'est pas simplement cette déclaration qui pose problème dans l'attitude de Christine Lagarde. C'est, par exemple, on va lui poser la question, mais quel est le taux d'intérêt naturel, d'équilibre ou neutre, je ne sais plus comment on appelle ça en français. C'est-à-dire le taux d'intérêt à partir duquel on peut considérer que la politique monétaire est restrictive. Et la réponse qu'elle a donnée en conférence de presse, c'était c'était limite bon, je sais pas. Voilà, je ne saurais pas vous répondre. Ce qui est un peu bizarre, quoi, quand le pilote vous dit qu'il ne saurait pas vous répondre sur le plan de vol et qu'il ne sait pas d'où vient l'inflation, que c'est arrivé comme ça, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. C'est assez inquiétant et ça renforce un petit peu les interrogations que j'ai eues beaucoup de fois dans la presse financière. J'ai vu un article sur Politico. Est-ce que Christine Lagarde, c'est une erreur de casting? Est-ce que elle a été trop politique pour le job et elle a avant tout cherché à préserver la carpe et le lapin? C'est-à-dire qu'elle a essayé de faire taire la partie plus au quiche de la Banque centrale européenne, qui était préoccupée était préoccupée par les pressions inflationnistes à partir de 2021. Et Christine Lagarde, qui avait une vision un peu plus politique
de la chose voulait absolument préserver la monnaie unique et les pays du sud de l'Europe, et finalement a été complètement à côté de la plaque. Et les errements de la BCE ont causé la dévaluation la dépréciation assez forte de l'euro, hein, d'à peu près 15%, si je me souviens bien, même avant la guerre en Irak. C'est-à-dire que même en Irak, pardon, lapsus, en Ukraine. Alors, même avant la guerre en Ukraine, on abordait la situation inflationniste de manière assez mauvaise, puisqu'on avait eu cette dévaluation assez consistante de la monnaie unique et une inflation qui était en hausse du fait de l'inaction de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, elle a commencé à augmenter ses taux en juillet, voilà, juillet de cette année. C'est-à-dire qu'elle a eu au moins un an de tergiversation, ah mais non, l'inflation elle est temporaire, c'est pas trop grave, on ne va augmenter les taux que de 0,25 quand on va le faire, et en fait se compromettre à ne rien faire et se compromettre à, quand elle fera quelque chose, ne pas faire assez. Voilà, c'était vraiment cette déclaration de Christine Lagarde, elle s'inscrit dans toute cette série d'erreurs qui a été faite par Christine Lagarde et qui permet légitimement de penser que ça a été une erreur de casting. Philippe, Monsieur Béchade. Alors notre chère Christine a dû croire à un moment qu'il en allait de l'inflation comme du trou d'air conjoncturel lié au blocage des économies à coup de confinement. J'aurais rajouté confinement liberticide, parce que je pense que c'est quand même une dimension qui est pas neutre et qui a laissé des traces dans les esprits. Donc elle pensait qu'après moins 7 de croissance, derrière plus 7, après tout, pourquoi l'inflation ne ferait-elle pas plus 2 à plus 7, et puis de plus 7 à plus 2? Voilà. Le problème, c'est qu'on est arrivé en automne, et on a vu pour la première fois, par exemple, le prix du kilowatt sur le marché à terme français, puisque nous avons un marché à terme qui sert de référence pour les achats et les négociations de quantité d'énergie pour tous nos industriels, ça s'appelle l'EPEX. Et donc on est passé de 50 à 350, voilà, à mesure qu'on annonçait des fermetures de centrales pour cause de corrosion, pour cause de maintenance, pour cause de manque d'eau pour refroidir, ou une eau qui risquait de ressortir trop chaude du réacteur. Donc, on a vu que structurellement, l'inflation était déjà bien là à la fin de l'été. Le gaz avait là aussi atteint des sommets, le prix du charbon commençait à flamber. Donc, on voyait bien qu'il se passait quelque chose et qui n'allait pas se résoudre de lui-même avec un ralentissement après les 7% de 2021, ça n'allait pas revenir tout seul à la normale. Et puis derrière tout ça, vous avez un agenda qui est celui du zéro carbone, donc la grande transition énergétique. Nous ne devrons plus rouler en véhicules thermiques d'ici 2035, il n'y aura plus une passoire thermique qu'on peut habiter d'ici 2028. Donc, ce qui veut dire que on va construire des centaines de millions de batteries automobiles. Des centaines de millions. Et on va dire que les batteries font entre 350 et 600 kilos pour les plus gros modèles. Est-ce qu'on se figure le coût de ces 350 kilos de minerais qui ne sont pas encore sortis de la croûte terrestre? Voilà. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait vraiment réfléchi à la question d'où allons-nous importer le graphite, le nickel, le cobalt, et le zinc et autres composants des batteries. On n'a pas non plus construit les bornes de recharge pour permettre aux véhicules de s'alimenter. Et en imaginant un grand succès, comme en Norvège, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4-5 ans, on vend autant de voitures électriques, ou au moins hybrides rechargeables, et de véhicules thermiques. Là, je me pose la question, avec quel courant électrique allons-nous recharger ces millions de véhicules full électriques, alors qu'on nous dit déjà que cet hiver,
On va probablement devoir attendre minuit pour faire nos lessives. Vaut mieux pas faire du bourguignon parce que 3 heures de four ou de mijotage, c'est trop énergivore. Vaut mieux un truc qui cuise en 1:30 au micro-ondes. Enfin, on est en train de nous expliquer qu'on va devoir changer de mode de vie parce qu'on n'a déjà pas assez de courant. Et on nous explique que d'ici quelques années, tout le monde sera au véhicule électrique. Et mais combien vaudra un véhicule électrique? Je ne sais pas, 50, 60, 100 000 euros? Qui pourra encore circuler, se déplacer? Le zéro carbone, c'est clairement un nouveau dogme. Et la démonstration que c'est un dogme et une véritable nouvelle église, un nouveau clergé, c'est que l'idée écrase ou érase tout le reste. C'est-à-dire que le réel n'existe pas. On est dans le monde des idées. Hein. Voilà, tout le monde électrique en 2035, comme si ça pouvait se faire, je ne sais pas, j'ai même pas d'éléments de comparaison parce que dans l'histoire de l'humanité, je ne vois pas à quel moment on s'est imposé de passer d'une énergie à une autre qui est finalement moins efficace et plus coûteuse. Voilà, c'est mon questionnement. Alors, le problème, c'est que bon, la décision a été prise. Moi, j'attends de voir parce que effectivement, c'est complètement à l'ouest. Ça commence à être pas mal critiqué. Même Thierry Breton a critiqué ouvertement la décision à l'horizon 2035. Moi, j'attends de voir. Je pense qu'en fait, ils ont voulu faire ça pour l'image, mais ou en tout cas, j'espère, qu'ils vont rétro-pédaler. Et je pense qu'au bout d'un moment, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est ce que vous avez dit. Voilà, on voudrait, voilà, tout ce qu'on consomme maintenant en essence, en fait, on voudrait que maintenant ça devienne de l'électricité, sachant qu'on n'a même pas d'électricité pour fonctionner de manière normale. C'est complètement déconnant. Et je pense qu'ils le savent et je pense que la commission va revenir en arrière. Je sais pas comment. Enfin, sinon, voilà, c'est retour à l'âge de pierre pour la France. Alors moi, je vais revenir sur la question de Christine Lagarde, parce que petite idée dans la tête. Mais c'est assez marrant parce que moi, ce qui m'a un peu consterné pendant toute la période 2020-2021, c'est que vous aviez à peu près tous les économistes, on va dire des économistes de plateau, la Banque centrale, gens du gouvernement, qui vous expliquaient, oui, mais en fait, l'inflation, c'est juste temporaire, quoi. Il va y avoir un petit pic et puis ça passe. Alors, la définition de temporaire, ça a changé. Hein. Au départ, temporaire, c'était 1 ou 2 mois, puis ça s'est étalé sur plusieurs mois, puis ensuite un semestre, puis un an. En fait, bon, ici, j'ai un petit biais parce qu'ici au Brésil, on a une vision de l'inflation assez inertielle. C'est-à-dire, on a tendance à penser que voilà, l'inflation, c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Donc, plus il y a d'inflation, plus il y a d'inflation, moins il y a d'inflation, moins il y a d'inflation. Quand vous êtes coincé dans une déflation, c'est très difficile d'en sortir. Et inversement, quand vous êtes dans un processus inflationniste, voilà, tous les prix ont tendance à s'ajuster pour refléter la hausse des prix. Vous avez les salaires qui ont tendance à suivre, même s'ils ne sont pas forcément indexés, et ça s'auto-entretient. Et donc, c'est très difficile à baisser. Et c'est probablement ce qui va nous arriver pour les prochains mois et probablement la prochaine année. C'est-à-dire qu'en fait, on va probablement avoir des matières premières qui vont baisser, hein, parce qu'on entre dans une récession, un contexte de récession mondiale, et donc vous allez avoir notamment les prix de l'essence, hein, qui vont baisser, parce que moins il y a d'activité économique, plus ça a tendance à comprimer les marges de raffinage. Donc voilà, donc des prix des matières premières qui sont plutôt orientés à la baisse. Mais comme on est déjà dans un contexte inflationniste où les chocs de l'énergie, des matières premières se sont diffusés à toute l'économie, finalement, maintenant, l'inflation, ça va être plus simplement une question énergétique. C'est les services, c'est les prix contrôlés par l'État, c'est absolument tout qui est en train d'augmenter. Hein. Si vous regardez les mesures d'inflation sous-jacente, on est au-dessus de 5% en rythme annuel, hein, ce qui est énorme.
parce que c'est la catégorie de l'inflation qui normalement est la moins volatile. Et donc même si vous avez à la marge des baisses de prix de l'énergie, en fait, ça va mettre très longtemps à réellement arrêter l'engrenage inflationniste et le faire partir dans l'autre sens. Et c'est ça qui va être drôle, c'est qu'on va avoir des prix mondiaux sur du pétrole, du gaz qui tombent. Et en fait, nous, pour autant, l'inflation ne va pas s'arrêter. Elle va continuer dans sa lancée, d'autant plus en France qu'on a bloqué les prix, notamment via le bouclier tarifaire, ce qui fait que, mais théoriquement, on doit avoir des augmentations de prix, et ce, même en cas de déflation mondiale des prix de l'énergie, les prix devraient continuer à s'ajuster à la hausse en France. Et on peut largement avoir des pays européens qui n'ont pas fait ces blocages de prix, avec une inflation qui désaccélère fortement, alors que l'inflation française continue sur une sorte de plateau du fait de finalement, on va payer tout ce qui est bouclier tarifaire, ristourne sur les prix à la pompe là, qu'on devrait payer le prochain mois. Concrètement, là, on est plutôt dans le cadre d'une baisse des prix de l'essence sur les dernières semaines, malgré l'accord de l'OPEC, comme il y a une perspective de récession mondiale, les prix baissent malgré les coupes de production. Et malgré tout, en France, on va avoir une augmentation des prix parce qu'on a fait des baisses d'impôts transitoires et elles vont être retirées. Donc, alors que les prix vont baisser dans le monde entier, en France, ils vont augmenter. Et ça va être un problème, voilà, on doit mettre dans notre catégorie prospective. Le gouvernement, il a beaucoup basé sa communication sur le fait que les prix aux consommateurs étaient en France les plus faibles d'Europe. Et en réalité, ils n'ont pas du tout protégé les Français. En réalité, ils ont étalé la courbe, comme on a fait pour le Covid, à grand renfort d'argent public, de dette publique. Ils ont essayé de freiner le réajustement des prix contrôlés par l'État. Mais ces prix par l'État, ils vont devoir augmenter. On va avoir une augmentation des prix de l'énergie. On va avoir probablement la même que si on n'avait rien fait, sauf qu'au passage, on aura eu le plaisir de jeter l'argent par les fenêtres. Et donc ça va être assez intéressant parce que le narratif du gouvernement sur le fait que l'inflation elle est plus faible en France par rapport aux autres pays européens, à chaque mois qui va passer désormais, la France risque de perdre des places dans le classement et le narratif du gouvernement va s'écrouler à brève échéance. Monsieur Béchade, vous voulez réagir? Je veux bien. Alors, après Michel-Édouard Leclerc, aujourd'hui, c'est monsieur Emmanuel Bompard, le PDG de Carrefour, qui est venu prévenir, sur BFM, qu'il fallait s'attendre à un tsunami d'inflation en 2023. Alors, il suffit de regarder effectivement le prix des denrées de base, pâtes, riz, œufs. On est sur des hausses de 25, 30, voire 40% pour certains produits. Alors, on pourrait se dire, une fois que les banques centrales auront calmé l'indice d'inflation global, on verra rebaisser également le prix des pâtes, etc. Et la réalité est tout autre. Pour produire des pâtes, du pain, tous les dérivés de blé, de céréales, d'abord il faut faire pousser les céréales. Pour ça, il faut des engrais. Et les engrais qu'on utilise sont des engrais azotés qui sont à la base une synthèse du gaz. Donc les agriculteurs, les céréaliers, étaient habitués depuis des décennies à dégager du 50-60 quintaux à l'hectare avec quelques centaines de kilos d'engrais qui leur revenaient entre 125 et 150 euros la tonne. On est maintenant entre 750 et 850. Donc, le céréalier, il va mettre la moitié de ce qu'il mettait comme engrais l'année dernière. Parce que si jamais il mettait la même quantité, il faudrait qu'il multiplie le prix de vente de son blé par 2 ou 3. On sait que ça n'arrivera pas, naturellement. Donc, les rendements vont baisser, estimés autour de 20%.
Donc, la ressource étant plus rare et le nombre de bouches à nourrir étant le même, donc on a franchi la barre des 8 milliards hein, officiellement, donc 8 milliards de bouches à nourrir avec les principaux producteurs de céréales qui n'ont plus accès à l'engrais. J'entends pas grand monde soulever cette problématique et essayer d'en évaluer les conséquences. Moi, je suis étonné qu'on passe à côté de cet éléphant dans le corridor. Donc, les prix alimentaires vont effectivement flamber. C'est inéluctable. Donc, le panier de la ménagère, il va souffrir. Donc, les banques centrales vont peut-être pas voir cette fameuse inflation IPC, donc le panier de la ménagère, rebaisser sous les 4 ou sous les 5% aussi vite que ce qui était espéré. Alors moi, j'entends sur BFM des gens, même aujourd'hui, déclarer « Rassurez-vous, fin 2023, l'inflation est à 2,5 ». Très bien. Bon, s'ils vivent dans un autre pays, peut-être qu'ils auront la chance de ne pas avoir une inflation comme celle qu'on va connaître. Mais les marchés sont dans le fantasme et dans le monde magique des idées en permanence. Donc, le monde magique de l'inflation transitoire, le monde magique de la hausse des taux qui parvient au parfait équilibre entre je freine l'inflation, mais je ne déclenche pas de récession, je fais rouler tout le monde en voiture électrique et je vais faire des aides pour que les gens en achètent. On ne sait même pas comment on va les produire, ces voitures. Enfin, il y a une déconnexion complète des marchés et donc des prix marchés avec le réel. Alors, il ne faut donc pas s'étonner que finalement, Christine Lagarde soit à peu près aussi déconnectée que tout le monde. Hein, je lui jette pas la pierre. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'elle ne sait pas effectivement définir qu'est-ce que c'est qu'un taux neutre. Les universitaires vont vous dire que c'est une sorte de moyenne entre l'inflation et la croissance espérée à 12-18 mois. Et c'est là que les anticipations font pour beaucoup. Si vous pensez que l'inflation sera à 2,5 fin 2023 et que, espérons-le, la guerre s'arrête en Ukraine et qu'on ait d'un seul coup une croissance merveilleuse, autrement dit, le taux neutre, ça serait 2,5. Sauf que ce qui se profile, c'est qu'on sera probablement en récession en 2023 et l'inflation sera probablement à plus de 4. Donc, la valorisation des marchés ou l'attitude des banques centrales, elle est calquée en fait sur les anticipations des marchés. Et les banques centrales, depuis des années, ne font plus leur boulot. Le boulot d'une banque centrale, c'est de maintenir effectivement la stabilité monétaire. Et depuis 10 ans, le job des banques centrales, c'est de faire plaisir au marché. Empêcher les marchés de pousser des cris de douleur, hein, comme à l'automne 2018, quand elle avait commencé à remonter, enfin, quand la Fed avait commencé à remonter ses taux et à réduire la taille de son bilan, c'est-à-dire réabsorber et ponger des liquidités. Quand le marché n'est pas content, la Banque centrale change immédiatement de stratégie pour que ça plaise au marché. Et les objectifs des marchés sont totalement antinomiques par rapport à ceux que se fixe la Fed ou la BCE. Alors la BCE, ben là, il y a les Allemands qui sont là pour nous rappeler en permanence qu'on ne doit pas imprimer d'argent, qu'on ne doit pas financer des États impécunieux, qu'on ne doit pas faire de cavalerie avec les rachats de dettes, etc. Mais la ligne allemande ne plaît pas au marché. Donc vous voyez bien que depuis 2012, par exemple, c'est bien la ligne qui plaît au marché, qui est en permanence implémentée par les banques centrales et jamais le respect de son mandat. Et on a vu la BCE tordre à peu près toutes les limites, tous les cadres de son mandat en achetant plus de 30% d'une dette, elle en achète jusqu'à 100%. Elle ne devait pas acheter des missions de qualité inférieure à AA, maintenant elle achète du triple B. Elle prête en mode no limite de l'argent aux banques italiennes pour acheter la dette italienne. Enfin, la BCE a totalement foulé aux pieds toutes ses obligations parce que son seul impératif,
c'est de faire plaisir au marché. Voilà. Donc, je ne sais pas comment elle peut revenir là-dessus, parce que si effectivement, la Fed le dit, désormais les taux seront supérieurs à l'inflation, il n'y aura plus de taux négatifs. Je ne sais pas de combien Wall Street corrigera si on rentre dans ce genre de configuration où les taux courts, longs, sont supérieurs à l'inflation réelle. Toutes les bulles qui se sont développées dans tous les domaines, immobilier, crypto, sont liées au fait qu'on s'endette à taux négatif. Autrement dit, on vous paye pour vous endetter. Et quand on dit on, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est les États, c'est des hedge funds, etc. Il y a deux catégories de personnes auxquelles la BCE s'adresse, et clairement, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une dont elle tient compte des intérêts, c'est les marchés. Et donc, on est déjà rentré de plein pied dans la deuxième partie de l'émission. Les fondamentaux, comment sommes-nous arrivés où nous en sommes en termes d'inflation, de pénurie. Alexandre, veux-tu approfondir le point de M. Béchat, s'il te plaît? Comment on en est arrivé là? Ok, je vais devoir parler en accéléré parce qu'il y a tellement de choses. En fait, déjà, il faut comprendre que le gros driver des matières premières dans le monde, c'est la Chine. Et en 2019, vous avez eu une énorme crise qu'on appelait ça la grippe porcine en Chine, qui a tué à peu près 40% de leurs porcs. Et donc déjà, on est arrivé en 2020 où on savait que la Chine allait être une sorte de d'ogre acheteur de viande et aussi de soja, et aussi un peu de maïs pour alimenter les élevages porcins qu'elle était en train de reconstituer à marche forcée. Ils étaient quasiment tous morts, on va dire, et elle devait recomposer ces élevages très rapidement. Donc on arrive déjà en 2020 où la plupart des gens qui accompagnent les matières premières agricoles savent que ça va être une année assez compliquée à cause de cette furie acheteuse de la Chine après la grippe porcine. Alors là, on arrive sur le Covid. Alors on ferme tout, on crée d'énormes problèmes sur les chaînes de production, hein, l'inflation Covid. Par-dessus, il y a les accords de l'OPEC et les réductions de production, notamment parce que les faillites dans le gaz de schiste américain qui réduisent l'offre de pétrole de manière considérable, sachant que la production de pétrole, c'est pas un interrupteur on-off. Quand vous arrêtez de produire, voilà, vous ne retrouvez jamais la productivité que vous avez eue sur un puits de pétrole où vous avez interrompu la production, puisqu'une fois que vous avez foré, voilà, si vous reprenez le forage, la productivité du puits sera plus la même, sachant que le shale oil, hein, qui est américain, ils ont déjà épuisé les meilleurs endroits. Hein. Maintenant, la productivité est bien moindre que dans les années à passer. Donc voilà, donc vous avez ce contexte-là de l'offre assez contrainte avec des problèmes sur la production de pétrole, les achats de la part de la Chine et l'inflation Covid. Et par-dessus ça, on déverse un torrent de liquidités et qui permet, alors c'est ça qui est important, qui permet aux États de faire des quoi qu'il en coûte budgétaires complètement démentiels, et non seulement démentiels, mais qui aussi ont duré plus longtemps que nécessaire. C'est-à-dire qu'en 2021, où la plupart des économies étaient en train de récupérer, les États ont continué, hein, notamment en France, on a continué de faire des dépenses publiques complètement excessives, dans un contexte toujours de torrent de liquidités déversées sur les marchés. Et dans le cas de l'Europe, ce torrent de liquidités, il a continué, alors que du côté américain, on signalisait déjà une interruption et une légère remontée assez timide des taux d'intérêt, ce qui a fait une sorte de différentiel dans les trajectoires de politique monétaire qui a provoqué la dévalorisation de l'euro d'à peu près 15% dans un premier temps et un petit peu plus ensuite. Et donc tous ces facteurs, sans compter les problèmes climatiques qu'on a eu, là, un peu cycliques là, sur la Niña à la fin 2020, vous avez une sorte d'alignement des planètes qui a tout fait exploser, quoi, en termes de prix des matières premières, en termes de transmission au prix aux producteurs et au prix aux consommateurs.
Voilà, c'est vraiment les merdes volent en escadrille. On a eu tout ce qui était possible à la fois pour provoquer une crise inflationniste, ce qui explique pourquoi l'augmentation a été aussi forte. Est-ce que Philippe veut compléter Alors, le pétrole pourrait rebaisser si la Chine était moins gourmande. Les États-Unis doivent reconstituer leurs réserves stratégiques. Ils ont été littéralement épuisés en quelques mois. C'était pas le bouclier tarifaire à la Macron, mais le but était le même. Alimenter les raffineries en pétrole pas cher pour qu'à la pompe, on se retrouve avec du gasoline à moins de 4 dollars le gallon. En Californie, on a franchi allègrement la barre des 5. Ce qui, pour certains Américains, constitue quelque chose qui les choque, qui provoque un sentiment d'appauvrissement. Donc, l'hiver arrive. Jusqu'à présent, on a eu des conditions météorologiques très clémentes. J'attends de voir ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, si d'un seul coup le thermomètre tombe en négatif dans la nuit et qu'on ne monte pas au-delà des 5 dans la journée. Voilà. Et aux États-Unis, tout ça va se combiner avec la nécessité de racheter énormément de pétrole, des centaines de millions de barils de pétrole. Parce que si vous figurez, les quantités dont je vous parle, c'est absolument colossal. Et c'est ça qui a permis, en fait, de contenir l'inflation en partie aux États-Unis. Voilà. Donc, c'était une décision politique. Là, maintenant, on va rentrer une nouvelle fois dans quelque chose de très concret. Où est-ce que l'État américain va trouver du pétrole pour remplir ses cuves, ses réserves stratégiques? Et à quel prix? Voilà. Alors, la seule chose dont je suis à peu près convaincu, par contre, c'est que la Chine va cesser d'être un ogre d'acier, parce que des constructions, il y en a déjà bien plus qu'il n'en faut. Il y a 65 à 70 millions de logements inoccupés. Donc, avant qu'on ait besoin de bâtir en Chine, là, je pense que ça va se calmer un petit peu. Donc, la demande d'acier, de cuivre, de zinc en partie aussi, ça pourrait se calmer. En revanche, la Chine met les bouchées doubles pour produire des petites voitures électriques pas chères. Je vous rappelle que le constructeur BYD a littéralement laissé sur place Tesla en termes de nombre de véhicules vendus. Et alors là, la Chine, c'est un ogre, comme je le disais, de nickel, de graphite, de cobalt et de tout ce dont on a besoin pour des batteries. Donc, il y a des matières premières qui peuvent rebaisser, mais globalement, toutes les matières premières dites transition énergétique, je ne les vois pas rebaisser. C'est pour ça que j'ai du mal à croire au scénario d'une inflation qui retombe sagement dans les clous qu'on lui a fixés, parce que les banques centrales ont remonté les taux un petit peu brutalement au cours de l'année 2022. Quant à la BCE, disons les choses, c'est le passager clandestin de la Fed. C'est la Fed qui fait tout le boulot. Elle l'a tellement bien fait d'ailleurs que l'euro était tombé à 0,96 avant de remonter brutalement à 0,4. Mais globalement, oui, la BCE s'est complètement laissée porter par la Fed. Voilà. Donc, je dirais qu'on ne maîtrise absolument pas notre destin. Notre banque centrale, effectivement, ne nous montre aucune stratégie de sortie de crise inflationniste. Ne donne à aucun moment l'impression qu'elle maîtrise vraiment le jeu. Après, c'est marrant ce que vous avez mentionné, ce scénario de, je sais pas quel économiste avec un scénario d'une inflation qui retomberait à 2, 2,5 dès l'année prochaine. Enfin, c'est complètement contrefactuel parce que même si on avait un scénario d'inflation très très correct, faut pas oublier que si vous regardez un petit peu dans les données, moi j'ai toujours un peu ce biais-là parce que au Brésil, on a des politiciens qui sont toujours un peu roublards sur les bords. Et donc je vais regarder tous les prix, je l'ai déjà mentionné un petit peu dans la vidéo, tous les prix qui sont contrôlés par l'État. Et en réalité, ce qu'on a assisté, c'est qu'on a une inflation des prix libres ou des prix décidés par le marché qui est beaucoup plus forte
que les prix complètement contrôlés par l'État qui sont beaucoup plus bas. Et notamment, ces prix contrôlés par l'État, c'est quoi? C'est les prix des produits pharmaceutiques, c'est les prix de tout ce qui est lié à la santé. Alors, il y a juste les prix des maisons de retraite qui ont explosé, mais sinon, les prix de l'indice qui compose l'indice d'inflation d'Eurostat pour la France, euh, qui sont plus ou moins contrôlés par la puissance publique, ont très très peu évolué. Et donc là, on est dans un scénario assez complexe où soit l'État décide de laisser ses prix augmenter avec le reste de l'inflation, c'est plutôt logique, hein, il n'y a pas de raison que les prix administrés augmentent moins que l'inflation. Et donc dans ce cas-là, mécaniquement, on devrait avoir une hausse de l'inflation l'année prochaine, même si sur le reste de l'inflation des prix libres, hein, on a un scénario plutôt tranquille. Donc même dans ce scénario-là, les prix administrés devraient pousser l'indice vers le haut et invalider cette prévision de 2,5 qui est faite par je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont sur cette ligne-là. Le deuxième scénario possible, c'est que le gouvernement continue de mettre un pied sur le frein sur ces prix administrés. Et alors là, on aurait une dégradation des services publics qui sont attachés à ces prix, notamment donc dans la santé. Et finalement, au bout d'un certain moment, ce serait intenable et ils seront obligés de concéder des fortes augmentations pour compenser tous les gels intérieurs. Donc même d'un point de vue simplement statistique et comptable, c'est impossible d'arriver à 2,5. Je comprends pas. J'ai l'impression en fait que beaucoup d'économistes projettent simplement l'inflation de l'année courante. Puis ensuite, pour l'année d'après, ils se disent, bon, ben, l'année d'après, c'est terminé, ça va revenir à la normale. En réalité, l'inflation, c'est un phénomène avec beaucoup plus d'inertie et beaucoup plus lent à redescendre que beaucoup de prévisions. Et si vous regardez les scénarios qui sont faits par le staff de la BCE mois après mois, vous voyez qu'à chaque fois, ils prévoient que l'inflation est ici et elle va tomber progressivement à 2%. Finalement, elle est un peu plus haute et dans la prévision d'après, ils prévoient la même chose, ça va tomber vers 2%. Sauf qu'à chaque fois, la courbe se décale vers la droite et le moment où on va retomber à 2% est de plus en plus tard et de plus en plus loin dans le temps. Et ouais, effectivement, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer en 2023 sur l'inflation que, enfin moi, je travaille pas sur l'inflation française et européenne en particulier, mais jamais je rentrerai une prévision aussi basse. Je suis quasiment certain de me tromper. Donc voilà, c'est un risque professionnel que je prendrais pas si je travaillais sur l'Europe. Ben, c'est une excellente transition pour dans quelle mesure est-ce que ces prédictions sont fausses et pourriez-vous donc nous donner un peu vos prospectives personnelles pour faire le comparatif? Monsieur Béchade, comment voyez-vous l'avenir? Question vague. Je pense que j'ai déjà exposé plusieurs éléments extrêmement invariants. L'histoire des engrais, les matériaux, les batteries automobiles. Voilà. Donc, tout ça, on sait que ça ne va pas se résoudre avec des hausses de taux. Et je fais plutôt confiance d'habitude au marché obligataire, c'est-à-dire que je regarde un petit peu ce qu'on appelle les taux forward, c'est-à-dire quelles sont les anticipations à 2 ans. Alors on compare effectivement l'évolution de la courbe des taux à 2 ans avec les taux à 5 ans, etc. Et on essaie comme ça de voir qu'est-ce que le marché anticipe. On serait à 3 en Europe. Voilà. Ce qui me paraît déjà très très optimiste. Aux États-Unis, on est au-dessus de 4,25 pour toutes les échéances de 1 à 5 ans. Donc on peut dire que c'est un repère, une balise qui me paraît pas mal. C'est un peu plus de 4%. Voilà. Et après ça, la question qu'on va se poser, c'est comment nos populations, avec des salaires qui ne vont certainement pas progresser de 4%, vont digérer la perte de leur pouvoir d'achat.
Et puis j'attends d'ici ce 17 novembre la douloureuse qui va être présentée aux Britanniques par Jeremy Hunt, leur ministre de l'économie, et qui parle donc de fortes hausses d'impôts pour rétablir les finances et de coupes drastiques dans les dépenses. Alors, si dans ces dépenses, il y a notamment les prestations sociales, je pense qu'on n'a pas fini de rigoler avec le Royaume-Uni. Mais on aurait tort, nous, de penser qu'on est à l'abri de ça, puisque nos boucliers divers et variés, nos quoi qu'il en coûte, ont fait passer notre endettement à 120% en France. Et puis, il y a un moment où les créanciers risquent également de nous dire stop. Voilà. Et qu'est-ce que fera à ce moment-là le gouvernement? Il fera exactement comme le gouvernement britannique. Il montera les impôts. Et je rappelle que tout ce que nous avons cramé comme pognon de dingue pour les quoi qu'il en coûte et le bouclier tarifaire, les impôts, ce sont des impôts, voilà, ces déficits sont des impôts différés. Donc il y a un moment où on finira par nous présenter la note. Et ce jour-là, vous pourrez dire effectivement adieu à la croissance. Ouais, alors je suis assez d'accord. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement français, il a voulu lutter en utilisant des mesures temporaires pour lutter contre un phénomène persistant. Et au bout d'un moment, les mesures temporaires, elles vont s'arrêter. Alors c'est la remise, la ristourne sur le carburant qui va être réduite petit à petit. C'est le bouclier tarifaire qui on va déjà avoir une augmentation de 15% l'année prochaine, mais il n'y a pas que 15% d'augmentation à concéder, hein. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé sur la commission de régulation des prix de l'énergie, on était à plus de 200% d'augmentation des prix du gaz qui a été bloqué par le bouclier sanitaire. Bouclier tarifaire, pardon. Et ça, cette hausse de prix, elle devra avoir lieu. Alors peut-être qu'à la marge, on va avoir une baisse des prix du gaz s'il y a une détente des conditions géopolitiques, mais admettons, on va devoir probablement l'augmenter de plus de 100 ou 150%. Et tant que ce sera pas fait, on continuera de jeter l'argent par les fenêtres. Mais progressivement, l'idée, c'est que le quoi qu'il en coûte va être de plus en plus insoutenable. Et progressivement, les Français vont devoir faire face à la vérité de la crise et à l'explosion des prix. Alors, on compensera par ailleurs en ayant probablement des prix à la marge, des matières premières qui se réduisent. Probablement la récession devrait aider un petit peu à calmer un petit peu tout ça. Mais globalement, on est dans le problème va pas disparaître. Pour moi, on est au moins jusqu'en 2024, on est au moins dans cette crise d'inflation, ne serait-ce que parce que voilà, on va devoir faire face on va dire à la vérité entre guillemets, c'est-à-dire que la politique du gouvernement, elle a été essentiellement focalisée autour d'un élément, c'est faire présenter l'inflation la plus jolie possible à l'approche de l'élection présidentielle, pour faire croire que le gouvernement protégeait les Français. Et ensuite, ils ont continué avec ce narratif de dire que l'inflation en France était la plus faible d'Europe. Sauf que voilà, ça c'est simplement temporaire et on va bientôt se rendre compte qu'on n'a pas annulé l'inflation, on l'a simplement décalé dans le temps à grand coup de dette publique. Alors ça peut paraître un peu méchant pour la France, mais en fait cette espèce de schéma de gouvernement qui utilise la dette publique, qui attire l'arigot pour bloquer les prix temporairement, au bout d'un moment ne peut plus le permettre et laisse exploser les prix. En fait, c'est la triste histoire d'énormément de gouvernements qui paniquent quand l'inflation arrive et qui préfèrent prendre des mesures un petit peu entre guillemets populistes, parce que, enfin, typiquement, pour moi, les mesures qu'a pris Emmanuel Macron, c'est plutôt de ce genre-là, hein. Et assez rapidement, les Français vont pouvoir faire face à la réalité et se rendre compte de l'étendue de la crise, ce qui est pas plus mal, parce que peut-être quand on aura pris mesure de l'étendue de la crise, peut-être qu'on commencera à essayer de la régler. Voilà, ce serait peut-être un mal pour un bien.
On ne Ça va serait faire pas au très cercle mal. Aristote. Ah, excusez-moi. Allez-y, monsieur Bessade, excusez-moi. Un mal pour un bien, ouais, on va commencer d'abord par on a très mal avant d'aller bien. Ouais, ouais, voilà. J'essaie d'être positif. On ne serait pas au cercle Aristote si je ne vous posais pas la question du souverainisme. Est-ce que vous envisagez comme positif des outils comme l'État stratège, un certain protectionnisme ou d'autres leviers pour protéger la France de cette situation particulière? Monsieur Béchade, peut-être en premier? Euh, on a bien compris que la politique de la France, elle est dictée par Bruxelles. Bon, en 2022, un petit peu aussi par le calendrier électoral. Enfin, c'est dicté par Bruxelles, donc oubliez le protectionnisme. Quant à notre souveraineté, étant donné que ça fait maintenant 22 ans que nous n'avons plus de souveraineté monétaire, euh, je veux dire que la question de la souveraineté économique est quand même assez illusoire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse revenir sur 22 années de mauvaises habitudes, c'est-à-dire de s'en remettre complètement à la BCE, qui elle-même ne respecte plus, comme je l'ai expliqué, son mandat. Voilà, donc on est entre les mains de la BCE, et pour l'énergie, on a vu qu'on était entre les mains de Bruxelles, avec ce fameux AREN, c'est-à-dire la création ex nihilo de pseudo-concurrents à EDF, qui ne sont que des parasites, qui, euh, qui refacturent en fait d'électricité qui ne passe jamais entre leurs mains, jamais dans leur réseau de distribution, puisque c'est toujours celui d'EDF. Et ces gens-là, donc, à un moment, peuvent revendre l'électricité au prix marché, alors que eux l'ont payé à un prix bloqué. Voilà. Si on avait notre souveraineté, on serait sorti de ça. Les, les Espagnols et les Portugais l'ont fait. Ils ont un kilowatt à 145 euros, alors que nous, il est à 350, 380. Pourquoi on reste dans ce machin? On pourrait très bien dire, on sort de ce truc qui est une espèce de machine infernale à créer artificiellement de l'inflation, à ruiner nos entreprises, à ruiner les ménages. Donc on voit bien que il n'y a aucune intention euh, de, 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 de redevenir souverain. Et dans la bouche de Macron, c'est la souveraineté, elle sera européenne, c'est-à-dire c'est nous tous contre la Chine éventuellement. Quand est-ce que nous serons tous unis? Je pense que la Chine peut encore dormir tranquille quelques années avant que l'Europe se dresse en face d'elle en disant respectez les lois du commerce international et on va vous taxer comme, comme Trump avait osé le faire il y a 5 ans. Voilà. Donc, je vois pas d'espoir de retour à une forme de souveraineté. C'est d'ailleurs totalement contraire au logiciel d'Emmanuel Macron. Alors moi, je vais juste faire un aparté parce que sur les souverainistes, je trouve quand même que les souverainistes, c'est un des mouvements politiques qui s'est le plus auto-amendé dans cette histoire. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais, enfin, c'est en tout cas l'impression que j'en avais. Et les contacts que j'avais au sein des mouvements souverainistes allaient dans ce sens-là. C'était qu'au départ, la ligne dominante, c'était quoi? C'était bon, bah, l'inflation, c'est pas un problème. C'est même très sain d'avoir une forte inflation. On va quitter l'Europe pour faire fonctionner la planche à billets, loi de 1973. Euh, toute cette espèce de vibe un petit peu. Voilà, on va faire marcher la planche à billets encore plus que la Banque centrale européenne. Et en voyant en fait les résultats de la politique de Christine Lagarde, je pense qu'il y a une sorte de, de virage où globalement les gens sont revenus un peu plus de sérieux et voilà, on a compris que bah, l'impression monétaire, c'était pas forcément quelque chose de en tout cas quand c'était sans limite, c'était pas forcément quelque chose de très judicieux et la valeur de la monnaie comptait pour quelque chose. Certes, voilà, il y a avoir une monnaie trop forte, ça cause des problèmes de compétitivité, mais avoir une monnaie trop faible,
ça causait des problèmes d'inflation qui étaient mauvais pour l'économie et le pouvoir d'achat. Et donc voilà, donc ouais, c'était assez, c'était plutôt satisfecit pour les souverainistes, hein, qui, je trouve, dans leur ensemble, ont beaucoup. Je sais que c'est pas la position de Philippe Béchat, qui a toujours été très critique de la planche à billets, mais j'avais l'impression que ouais, même au sein du cercle Aristote, c'était des positions assez beaucoup beaucoup plus répandues, le tout va monétaire, un peu des accointances parfois avec la théorie monétaire moderne. Alors, mais il y a une sorte de progrès dans les perceptions sur ce problème, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à reconnaître et à mettre au crédit des souverainistes. Après, voilà, est-ce que le souverainisme permettrait de résoudre les problèmes? Je pense que, en fait, même sans aller jusqu'au souverainisme, le problème actuel, qu'est-ce que c'est que, en fait, c'est une sorte d'euro. En fait, Emmanuel Macron, c'est un euro-BA. En gros, il veut rien faire sur la question de l'énergie tant que l'Europe n'a pas pris une décision. Et donc, comme l'Europe ne prend pas de décision, finalement, Emmanuel Macron ne fait rien. Philippe a cité le cas de l'Espagne. L'Espagne, c'est probablement le premier pays qui va doubler la France en termes enfin, doubler par le bas, c'est-à-dire qu'on va leur passer devant, parce que ces derniers temps, ils ont une inflation relativement modérée, hein, qui est en train de désaccélérer très fortement à la marge, notamment avec la très forte baisse des prix de l'énergie, qui devrait pressionner à la baisse leur inflation dans les prochains mois. Il y a le Portugal aussi, même si le Portugal est un petit peu moins avancé dans ce processus. Et donc déjà, même rien que le fait de ne pas être euro-BA, ça pourrait permettre, hein, de faire des avancées, hein, notamment en obtenant un statut un peu similaire à celui du Portugal. Bon, c'est pas du tout le chemin qu'on a pris, hein, voilà, je sais pas si ça sert à grand chose d'en discuter, parce que de toute façon, tant que je sais pas comment dire, l'eurobéatisme, hein, l'européisme, c'est un peu la marque de fabrique du gouvernement. Donc, il n'y a rien à expliquer. Monsieur Béchat, vous voulez éventuellement répondre? Alors, on a bien compris, l'exemple grec a servi d'avertissement, que si on s'écarte du troupeau, on envoie les chiens pour vous mordre les flancs et de façon douloureuse. Donc, on sait que une sortie de l'euro serait très punitive, à moins qu'on soit plusieurs à sortir, voire même à ce que l'Allemagne sorte toute seule par le haut. L'Allemagne pratique une forme de souverainisme. Quand l'Allemagne a pensé qu'elle avait besoin de renouveler un petit peu sa population vieillissante, elle fait venir 2 millions d'immigrés et elle ne demande son avis à personne, à aucun de ses partenaires européens. L'Allemagne négocie, par exemple, avec l'OTAN, une modernisation de son armée, notamment la protection aérienne. Ben, elle laisse complètement tomber les projets qui auraient pu être développés avec la France. Elle va directement voir les Américains. Là, je pense que l'Allemagne est sur un projet de chasseurs, qui est une bête un peu lourde, qui pourrait pas, par exemple, se poser sur notre porte-avions, le Charles de Gaulle. Voilà. L'Allemagne, quand ça lui prend, elle fait ce dont elle a envie. Voilà. 200 milliards pour soutenir son industrie. Elle a pris la décision, elle n'a pas consulté la France, où il n'y a pas eu de concertation. Voilà. Elle a décidé souverainement de mettre 200 milliards sur la table. Alors, ce qui évidemment rend furieux les gens de Bercy, parce que c'est pris effectivement pour ce que c'est-à-dire une subvention, voire, allons plus loin, peut-être même un dumping. Des entreprises allemandes aidées à ce point-là, elles vont tailler des croupières à nos pauvres entreprises franco-françaises. Voilà. Je pourrais comme ça multiplier des exemples d'une Allemagne qui finalement
s'accommode très bien d'un euro relativement faible par rapport à son économie. L'euro convient surtout aux Allemands. Et quand d'un seul coup, c'est un peu la panique à bord parce que le modèle économique explose, il n'y a plus de gaz russe pas cher, etc. On négocie avec les États-Unis, on négocie avec la Norvège, on négocie avec la Pologne. Et le partenaire français dans l'histoire, ah bah lui, on lui réclame du gaz. Voilà. Et on obtient quoi en échange de l'Allemagne? J'attends de voir. De l'électricité au charbon quand on sera en période de pointe. Pas terrible pour le zéro carbone, tout ça. Voilà. Donc l'Allemagne applique le souverainisme. Elle a une monnaie qui lui convient et elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Après ces mots réalistes sur l'Union européenne, avant de passer aux questions du public, je voudrais vous rappeler que dans le chat ici, vous trouverez les liens vers le site de Monsieur Béchade, la chronique Agora, et le lien vers son YouTube. Publication Agora. Ces deux liens seront aussi en description de la vidéo YouTube. Donc abonnez-vous. Une première question du public, c'est une question de Sinclair. On essaie d'être assez bref parce qu'il se fait un petit peu tard et on va essayer de donner de l'espace à un maximum de questions. Sinclair pose la question, que pensez-vous des travaux de Jacques Sapir sur la planification? En 1 ou 2 minutes chacun, si possible. Merci beaucoup. Ça va être très simple. J'ai pas lu le livre de Jacques Sapir. Du coup, je veux pas parler de ce que je connais pas. Donc voilà. Si jamais Philippe a lu le livre ou a entendu Jacques Sapir là-dessus. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai la chance quand même d'être assez proche et donc d'avoir eu des discussions justement sur la planification. Et c'est ce qui a fait la force de la France dans les années 60-70. Voilà. Donc, il n'est pas possible, face à des défis comme par exemple arriver à la décarbonation, ces défis-là, on ne peut les relever que dans une planification à l'échelon européen. S'il y en a qui rouvrent 3 usines, 3 centrales au charbon, un autre qui remet en route une centrale, etc., c'est un grand n'importe quoi. Voilà. Donc, la planification, quand on se fixe justement une date comme 2035, mais il faut une feuille de route. Il faut planifier les choses. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a rien planifié du tout. On a parlé avec notre bouche, on est dans le monde merveilleux des idées, mais comment on exécute le projet? Voilà. Après celle-ci, une question de... Je sais que les internautes le font exprès pour me ridiculiser. Harry Seldonov. Quid de la nationalisation d'EDF par Macron, une vente de l'entreprise en pièces et l'hydraulique dans tout ça? Une question assez simple. Quelqu'un veut-il la prendre? Un problème de moi, je vais mettre ça de manière plus globale, c'est que les Allemands aussi sont en train de nationaliser pas mal d'entreprises d'utilities dans le secteur de l'énergie. Et le problème, c'est que si on aligne toutes les pièces du puzzle, moi, je me pose pas mal de questions. On est en train donc d'essayer de faire une énorme transition énergétique avec une production d'électricité qui est insuffisante, mais qui doit augmenter largement en 2035, sachant qu'on finalement maintenant les entreprises productrices d'énergie, d'électrique, elles sont dans les mains de l'État, qui lui-même est à sec financièrement. Et donc, on peut légitimement penser que les capitaux qui aura besoin, l'État n'apportera pas les capitaux nécessaires pour la transition, pour augmenter la production de manière substantielle, parce que lui-même étant à sec, il donnera toujours moins que prévu et toujours en retard. Et donc moi, cette espèce de nationalisation en série des entreprises de production d'électricité en Europe. Bon, d'un côté, il n'y a pas trop le choix, hein, dans beaucoup de cas. Le cas d'EDF, la boîte était cribée de dettes de la reine, mais le bouclier tarifaire a achevé la bête. Mais d'un autre côté, je suis assez inquiet pour le futur parce que voilà, si l'État était un beau gestionnaire d'entreprise, ça se saurait.
Et moi, j'ai vraiment cette crainte que finalement, les entreprises publiques se retrouvent avec sans les capitaux nécessaires pour augmenter leur production. Et finalement, on va se retrouver en 2035, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec des productions d'électricité, des capacités de production d'électricité qui sont beaucoup plus faibles que prévu. Je vais fusionner deux questions qui sont faites pour nous mettre dans les soucis. Une question de Ganima et une de Éric Rouchombre. Est-ce que nos dirigeants sont incompétents ou corrompus? Et est-ce que la population est stupide ou se fait-elle embobiner? Merci. Merci pour ces questions, messieurs. C'est charmant. En fait, je comprends pas la question. Quand on est stupide, on se fait embobiner. Enfin, c'est pas exclusif, quoi. C'est pas ou, c'est et. Alors moi, je vais juste donner. J'ai un peu un. Moi, j'ai jamais travaillé en France. J'ai travaillé dans les institutions européennes très brièvement, et j'ai travaillé au Brésil. Et moi, le préconçu que j'ai, c'est que et qu'on ait beaucoup d'économistes focus sur l'inflation ici à avoir sur les économistes européens, parce qu'en fait, en Europe, comme il n'y avait pas beaucoup d'inflation, c'était pas un sujet de vraiment travaillé par les économistes soit en termes académiques, soit au sein des marchés, parce que voilà, si vous comparez par exemple au Brésil, on a des marchés de produits de taux, de dérivés de taux d'intérêt qui sont vraiment très très importants. Il y a énormément d'argent à se faire. Donc les fonds d'investissement investissent énormément dans des profils d'économistes qui vont être capables de prévoir l'inflation, de la comprendre, de l'analyser, soit soit directement faire du trading sur les taux, soit pour faire du trading sur l'inflation, les break-even d'inflation. Et c'est quelque chose qui donne énormément d'argent, hein. Par exemple, voilà, ce matin, j'étais allé voir les taux d'intérêt fixes sur les obligations brésiliennes, c'est du 16%, alors que l'inflation, attendez, j'ai un trou, je crois que c'est 5,7. On est à 5,7 d'inflation et nos taux fixes à long terme, là, sur le principal placement des Brésiliens, il était entre 15 et 16%. Et donc, les taux réels sont extrêmement élevés. Et il y a énormément d'argent à se faire dans ce secteur-là. Donc, énormément d'investissements dans des profils qui sont très, très bons sur l'inflation. Et quand moi, j'écoutais ce qui se disait dans les médias ou de la part des économistes français sur leur profil Twitter ou dans leurs publications, en fait, je trouvais ça très faible en termes de contenu, en termes de niveau. Je disais souvent, pour rigoler, je disais, mais regardez, ça c'est. En fait, ce qu'eux, ils publient, c'est du niveau du stagiaire. Alors, je sais pas si c'est une idée préconçue, mais moi, j'ai l'impression que, voilà, comme la France avait longtemps été dans ce contexte sans inflation, en fait, les compétences à ce sujet-là s'étaient perdues, et c'est pour ça qu'on a entendu autant de conneries de la part d'économistes médiatiques. Alors voilà, Philippe me dira si c'est un cliché d'économiste de pays émergents qui fait du bashing sur les occidentaux, mais c'était vraiment ce que j'avais l'impression. On sort de 41 années de baisse tendancielle de l'inflation. Et on est sorti avec des taux négatifs de cette période de décrue, ce qui est quelque chose de complètement lunaire et que personne n'a théorisé, forcément. Des taux négatifs, ça n'a pas de sens. Des États surendettés, payés pour s'endetter encore davantage. Bon, ben c'est bien la Banque centrale qui est responsable de cette situation. Les États sont toujours demandeurs d'argent, on en est bien d'accord, mais c'est bien la BCE qui leur accorde toutes les sommes qu'ils réclament. Voilà, donc qui est corrompu dans l'histoire, qui est incompétent. La corruption, je pense qu'avec les labos, les vaccins, tout ça, les contrats secrets, von der Leyen, Bourla, je pense qu'il y a effectivement de la corruption. Maintenant, de l'incompétence, forcément, parce que qui est incompétent face à un scénario qui n'a jamais existé, comme par exemple les taux négatifs. En revanche, ce qu'on sait d'expérience, c'est que lorsque l'inflation
arrivent à des niveaux tels que 10%, et on les avait aux États-Unis ou quasiment, on les a en Europe. Alors historiquement, il faut au moins 5 ans pour réduire cette inflation par un facteur 2. On va revenir de 10 à 5. Mais ce que je vous dis là, c'est pas de la compétence, c'est juste de l'observationnel. Voilà. Donc, je ne sais pas si des compétences nouvelles vont émerger, mais il est clair que les compétences des années 70-80, quand on a eu de l'inflation, ces compétences-là, évidemment, n'existent plus, tout comme les compétences n'existent plus pour reconstruire des centrales nucléaires. Le savoir-faire s'est perdu. On a construit notre dernière centrale, je pense, en l'an 2000. Donc voilà, depuis, plus de construction, plus de compétences. Et je pense qu'effectivement, on a en France un certain souci de compétences au sens large. Il n'y a qu'à regarder le Nous casting tenons du à monsieur. gouvernement. C'est pas forcément des profils de premier plan, surtout dans tout ce qui touche comment dire, à l'économie. Enfin, si je me souviens bien, le ministre du budget, c'est Gabriel Attal. Et donc voilà, ça explique beaucoup de choses. C'est quelqu'un de probablement de très estimable, mais ses compétences en Non, termes de budget de l'État, dans une situation de crise qui est probablement la plus grave crise budgétaire que la France peut affronter depuis des années, elles sont assez limitées. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est généralisé le problème de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres On, questions? on aime aussi monsieur Attal qui est quelqu'un de bien. ouais, écoutez, franchement, il est capable de mentir avec un aplomb extraordinaire. Il est capable de balancer des contre-vérités. Au moins, il est tranquille, puisqu'il sait que le journaliste en face ne va pas relever. Donc, il peut dire un peu ce qu'il veut, mais il le fait bien. C'est-à-dire que il ment un peu façon Cahuzac, les yeux dans Ouais, bon les yeux. après moi j'ai rien contre le fait d'être une jeune pousse en politique. Enfin, moi j'ai tendance à penser qu'avant d'entrer en politique, il faut quand même avoir une certaine bouteille, une certaine expérience professionnelle. Mais bon, enfin vraiment tout le monde ne pense pas ça. Mais le problème c'est que bon, il est ministre du budget voilà. Si vous lisez le programme le projet de loi de finances et l'avis qui a été rendu par le Haut Conseil en finances publiques, en gros, le projet de loi de finances, dans le cadage macro du budget, le Haut Conseil en finances publiques vous dit que, j'aurais dû reprendre le texte, mais je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est en gros le projet de loi de finances n'intègre pas la possibilité d'un ralentissement de l'économie mondiale et d'une aggravation de la crise énergétique en Europe. Voilà, donc là tout est dit. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait un projet où il y a la perspective d'un ralentissement prononcé de l'économie mondiale et d'une crise énergétique plus grave que prévu est absent. Donc, parce qu'ils ont des prévisions de croissance mondiale, vraiment, en fait, d'accélération du rythme de croissance mondiale, ce qui est très peu probable, en fait. Enfin, voilà. Et ça, peut-être que des gens qui auraient un peu plus de bouteilles ou de compétences en économie. Enfin, voilà, par exemple, je vais juste faire je vais juste faire un aparté. Mais il se trouve que probablement une des personnes qui est pressentie pour être ministre du budget euh, au Brésil, c'est un de mes contacts. Pas dire que c'est un ami, mais c'est un contact amical, on va dire. Et, voilà, techniquement, il est blindé, quoi. C'est lui qui m'a aidé au tout début, quand j'étais une jeune pousse à essayer à faire les prévisions fiscales pour le gouvernement brésilien et tout. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement technique, très très bon. En fait, si on met à côté de ça le profil de Gabriel Attal, qui est très gentil, hein, probablement, qui est quelqu'un de Non, probablement très compétent. Je dis ça pour être gentil, mais je le connais pas du tout. Mais en fait, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau et c'est ça qui fait peur. Euh, Pareil, hein, alors je fais toujours un aparté, mais une des personnes pressenties pour être ministre de l'économie au Brésil, c'est Persio Arida. Persio Arida, c'était un des économistes qui a participé du plan qui a tué l'inflation dans les années 90, qui est extrêmement respecté et très 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 bon. Et là, vous mettez Bruno Le Maire à côté.
Et c'est vrai qu'en France, je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas, il y a vraiment des problèmes de casting à tous les étages, parce que autant à la Banque centrale qu'au budget qu'à l'économie, c'est très problématique et très en dessous du niveau qui serait nécessaire pour, euh, pour avoir une équipe de choc pour résoudre la crise. On- En France, les impératifs sont différents. Un, il ne faut pas faire d'ombre au chef, déjà. Il ne faut pas être plus brillant que le chef. Attal, finalement, est un ministère où c'est finalement assez simple. Il va suivre la feuille de route de Bruxelles. Hein. Si on lui demande de réduire les dépenses, il y a un moment, il faudra qu'il s'exécute. Voilà, donc il prendra des tas de mesures probablement impopulaires, mais ça sera probablement pas son idée, c'est sûr. Et il faut des gens obéissants. C'est important. Voilà. Et obéissant et dévoué. Voilà, c'est ça le critère. La garde rapprochée de Macron, c'est quasi exclusivement ça. Des fidèles, des gens qui doivent tout, leur carrière, leur ministère à Macron, et qui doivent donc obéir et ne jamais faire d'ombre au chef sur un plateau télé. Après ce tableau inquiétant, je vais remercier Cassé Marcus pour sa générosité et revenir à une question, une dernière question très pratique, une question de Ganima. Pourrait-on surtaxer les entreprises qui font de l'optimisation fiscale à l'étranger? A-t-on des solutions contre ce type de détournement? Je sais pas, c'est pas trop ma spécialité, mais de toute façon, bien sûr qu'il y a des choses, il y a de l'argent à récupérer, mais il y a- donc vous aurez toujours sur les grosses entreprises, vous aurez toujours une armée d'avocats qui trouvent les failles. Et, euh, et donc bien sûr qu'il y a de l'argent à récupérer, mais le gros de l'argent, je pense que faut pas se bercer d'illusions et surtout on peut pas baser un programme économique sur la récupération de la fraude fiscale parce que c'est long et c'est compliqué. Et surtout, ça réglerait pas du tout les problèmes. C'est pas parce on va taxer un peu plus les entreprises qu'on va résoudre les principaux problèmes de l'économie française, le manque de compétitivité, le, le déclin démographique aussi, le, comment dire, tous nos problèmes structurels. Voilà, faut pas en attendre trop. Monsieur Béchat, sur cette question, c'est vrai on passe un peu du coq à l'âne, mais on essaie de donner la parole à toutes les questions qui se posent, hein. Donc, on s'excuse pour la transition un petit peu abrupte. Le constat de presque 40 années de discours qui pourfendent l'évasion fiscale. Je me souviens de, de tout ce qui se disait du temps de François Mitterrand en France. Le constat est une impuissance complète des États face aux multinationales. C'est un constat. Voilà. Et je vais enfoncer des portes ouvertes en vous disant que, à part d'un seul coup une sorte de grand élan planétaire pour se dire, par exemple, pour financer la transition écologique, il faudrait que ceux qui ont beaucoup profité de toutes les facilités qu'ils ont eues dans tous les pays où ils étaient installés, où ils ont pu vendre et faire de la marge, le juste retour des choses serait qu'ils payent leur juste part. Voilà. Une unanimité qui, évidemment, n'existera jamais. Et vous avez donc pu voir que après 2008, il a été fort question, effectivement, de mettre des pays, des paradis fiscaux sur la liste noire. Et puis, très vite, beaucoup sont revenus sur la liste grise, puis la liste gris clair, et puis la liste blanc cassé. Et ils ont pu continuer, effectivement, de siphonner les recettes fiscales, ce que fait très bien, par exemple, l'Irlande en Europe, ce que fait très bien le Luxembourg. On a nos propres paradis fiscaux au sein de l'Europe.
les États-Unis, ils ont le Delaware. Hein. Tant que vous aurez des États qui s'appuient sur ce genre de structure, il n'y a aucun espoir que ça évolue. Donc, les FTX, les Binance, immatriculés aux Bahamas, aux Caïmans, d'autres plateformes plus exotiques, immatriculés à Malte, mais en fait, c'est une société paravent parce que le siège est en Turquie, les gérants sont en Israël. Je pourrais vous faire comme ça des descriptions de tous les circuits qui permettent l'opacité et échapper à l'impôt. Ben, voilà, 30 ou 40 ans après, vous voyez où nous en sommes. Je tenais d'abord, avant de vous donner à chacun un dernier mot, à saluer toutes les petites mains qui travaillent dans l'ombre pour que ce genre d'émission puisse arriver. Peut-être d'abord, Alexandre, un dernier mot. Mais merci à vous deux pour ce voyage à travers une matière trop méconnue qui est l'économie. Ouais, alors bon, on essaie d'être simple, c'est de la vulgarisation et c'est pas forcément facile. Alors c'est vrai que j'espère qu'on a été assez compréhensible. Là, voilà, ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est que ce que j'ai réaffirmé tout au long du live, c'est que beaucoup, en fait, les Français vivent un peu dans une réalité encore assez alternative, c'est-à-dire que une grosse partie de l'inflation a été réprimée à coup de dette publique et que les masques vont tomber et que progressivement la situation devrait s'empirer à cause du quoi qu'il en coûte qui ne sera plus soutenable. Et donc voilà, donc la situation n'est pas forcément assez rose et pas forcément très rose. Et voilà, c'était plutôt mon message de la vidéo. C'est une conclusion qui me va bien. Bon, très bien. Je remercie moi aussi toutes les équipes. C'est gentil, merci. Merci à tous, merci à Philippe, c'était un plaisir et à la prochaine. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.